Bienvenue sur Psychologie Motion Culture, je suis Florence Coteau, praticienne en psychothérapie et en PNL. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Pour nous retrouver chaque semaine et que vous ne ratiez aucun témoignage, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, de liker et de me laisser vos commentaires. Vous savez que vous pouvez également facilement me joindre sur Instagram. Au fil de nos rencontres, nous avons vu que l'obésité peut se construire autour du secret de famille, de la maltraitance, de la relation toxique. Finalement, nous nous rendons compte petit à petit que dans tous les témoignages que je partage avec vous depuis quelques semaines, il y a un traumatisme dans l'enfance qui n'est toujours pas résolu au moment où nous rencontrons toutes ces personnes qui nous racontent leur histoire. Aujourd'hui, nous changeons encore d'univers. Je vous emmène chez Dominique. Dominique est une jeune femme de 32 ans, elle est native du Cantal et vit actuellement en région parisienne. Elle est secrétaire et technicienne en télécommunications. Elle travaille actuellement avec son mari qui est chef d'entreprise. Elle a 3 enfants de 13, 10 et 3 ans. Elle mesure 1m65 pour 98 kg, elle est obèse. Quasiment toutes ses phrases commencent ou terminent par « c'est compliqué ». Elle aussi, comme beaucoup d'autres témoins, est hypersensible. Comme d'habitude, chacune de mes interventions seront encadrées par cette sonnerie. Vous êtes prêts ? Alors partons tout de suite à la découverte du parcours de Dominique. Très jeune, mon poids était supérieur à la normale. J'ai toujours été rondelette. À 14 ans, je pesais déjà 85 kg. Pendant mon adolescence, je faisais beaucoup de sport. En plus, j'étais toujours sur mon vélo. J'étais très autonome grâce à mon vélo. Je sortais beaucoup, je zonais avec mes amis, j'étais très indépendante. J'ai fait du basket en club et du twirling bâton, mais avec mon surpoids, j'étais moins vive que les autres. J'étais très précoce sur beaucoup de sujets, en particulier ma vie sexuelle et les petits copains. J'ai commencé très tôt. J'ai pris conscience de mon obésité à l'adolescence. Je m'habillais en grande taille. Le regard des autres m'a ouvert les yeux ainsi que les paroles blessantes de mes proches, des autres ados et du milieu médical. Ensuite, pendant ma première grossesse, je me suis rendu compte dans le miroir que j'avais dépassé une limite qu'il ne fallait pas franchir. Et c'était encore pire après mon accouchement. Depuis 4 ans, j'ai des problèmes de thyroïde. Cette hypothyroïdie joue bien sûr sur mon poids, mais sinon j'ai pas de problème de santé lié à l'obésité. Mais pour ma thyroïde, je suis sous traitement. Je pense que c'est à cause de ce traitement que je souffre beaucoup de douleurs physiques. Du coup, le sport, c'est difficile, c'est douloureux. Enfin, c'est compliqué, quoi. J'ai 5 demi-frères et 2 demi-sœurs. Je suis la 6e sur 8. J'étais la première à être rondelette dans ma famille. On me ramenait souvent à ça. J'ai eu beaucoup de reproches pour mon poids. Il y a beaucoup d'obèses du côté maternel. Mes grands-parents, mes oncles et tantes, ainsi que quelques-uns de mes cousins et cousines, quasiment toute la famille est concernée. Ma mère, aujourd'hui, est en surcharge pondérale, mais il y a quelques années, elle était obèse, elle aussi. On me disait que je ressemblais aux frères et sœurs de ma mère, que j'avais les mêmes traits et surtout, comme eux, que j'étais grosse. Je le vivais comme quelque chose de très négatif. Quand ma famille parlait de problèmes de poids, c'était des critiques envers eux-mêmes. Et comme je leur ressemblais, je le prenais pour moi. Mes grands-parents maternels faisaient d'énormes différences entre nous, leurs petits-enfants. Quand on était invité chez eux, c'était assez rare. L'un de mes petits frères, celui qui est arrivé juste après moi et dont je suis la plus proche, et moi devions toujours rester dehors parce que, soi-disant, on faisait beaucoup de bruit. La famille était réunie à l'intérieur, parlait, riait, enfin il y avait une ambiance générale, quoi, de laquelle nous étions systématiquement exclus, tous les deux. Les autres enfants étaient avec eux, mais pour nous, c'était différent, on devait rester dehors. Je sais pas pourquoi c'était comme ça pour nous deux. En famille, mon petit frère et moi avons été régulièrement humiliés. On nous traitait comme des gens bêtes. Dès qu'on faisait ou disait quelque chose, c'était toujours mal. On nous attaquait sur notre physique aussi, moi pour mon poids et mon petit frère pour ses oreilles décollées. C'était leur sujet de moquerie. Dans le passé, ma mère m'a souvent humiliée elle aussi par rapport à mon poids, alors qu'elle était aussi concernée, et malgré ça, je n'ai suivi aucun régime dans l'enfance. Depuis que je recueille des témoignages autour de l'obésité, Dominique est la première à ne pas avoir subi de régime dans son enfance. Pratiquement tous les précédents témoignages dénoncent la souffrance d'avoir dû suivre une diète forcée,
tous parlent d'un sentiment d'exclusion parce que la famille mangeait normalement et pas eux. Tous expriment une souffrance et ont de mauvais souvenirs de régimes souvent draconiens. Pour Dominique, rien. Alors, on pourrait se dire que sa mère n'a pas vu que sa fille dépassait la courbe de poids ou que pour elle, sa fille, eh bien, allait simplement bien puisqu'elle était dans la norme familiale, mais non, puisqu'elle l'humilie régulièrement sur ce sujet. Le problème de poids de Dominique n'a simplement pas été pris en charge, alors que son entourage avait parfaitement conscience que cette petite fille allait tomber, comme la majorité d'entre eux, dans l'obésité. Personne dans son enfance ne lui a proposé de solution. Alors, quand je dis solution, je dis même une solution miracle, farfelue, une solution qui ne fonctionne pas. Ça a simplement été un sujet de moquerie et rien d'autre. Dominique se sent probablement abandonné à ce niveau. La plupart de mes souvenirs commencent à mes 8 ans. Avant, c'est très flou. Je ne sais pas pourquoi, mais avant 8 ans, j'ai quasiment pas de souvenirs. Je me souviens de l'école, mais je me souviens de ma classe de CM1. Avant, rien du tout. Pourtant, j'ai une mémoire correcte. Je suis consciente qu'il me manque des années de souvenirs. J'ai vu des photos de moi petite et on m'a raconté le contexte. Petit à petit, ce sont devenus en quelque sorte mes souvenirs. C'est en préparant son témoignage que Dominique s'est rendu compte qu'il lui manquait tout un pan de sa vie. Alors la majorité d'entre nous avons des souvenirs de notre enfance qui se situent aux environs de 3 ou 4 ans. Dominique a beau chercher, elle n'a aucun souvenir avant ses 8 ou 9 ans. Alors que s'est-il passé dans sa vie sur cette période pour que son inconscient ait verrouillé 6 années environ de mémoire ? À l'école, c'était très compliqué. J'ai subi des violences verbales, on se moquait beaucoup de moi. Au collège, j'ai subi énormément d'humiliations liées à mon physique. J'ai été moquée, insultée et humiliée. J'avais des surnoms liés au poids. Ça a été très compliqué. Je me suis beaucoup renfermée. Après, au lycée, c'était un peu mieux parce que j'ai réussi à m'affirmer, à dévoiler mon caractère. Je ne voulais plus me laisser faire. Il m'est même arrivé de me battre. Sinon, j'ai toujours eu des amis d'enfance et d'autres que j'ai rencontrés au lycée. J'ai eu des petits copains très tôt. Je plaisais beaucoup aux garçons. Je ne connais pas mon papa. C'est un sujet de conflit avec ma mère. Je pense être dépendante affectivement. Moins qu'avant, différemment aussi avec l'âge et le fait d'avoir des enfants, mais quelque part, je suis dépendante. Quand j'étais jeune, c'était plus marqué. Il manquait un père dans ma vie, j'avais un grand besoin de l'affection et de la reconnaissance d'un père. Dans chacune de mes relations amoureuses, j'étais dans la dépendance affective. Il y avait très peu de gestes de tendresse à la maison. Je me souviens que ma mère m'a frappée quand j'étais gamine aussi. Une fois, dans l'adolescence, j'ai été agressée. Je devais avoir 16 ans. J'avais un petit copain à l'époque. Ma maman était au courant. Un jour, j'appelais mon copain d'une cabine téléphonique et quand des gitans sont rentrés dans la cabine et m'ont fait subir des attouchements. Mon petit copain était très stressé. Il ne pouvait pas intervenir. Ça s'est passé sur le parking d'un centre commercial en pleine journée. Il y avait du monde, alors j'ai hurlé et ça les a fait partir avant que ça n'aille plus loin. Je suis rentrée en pleurs chez moi. Ma mère m'a très mal reçue en me disant que c'était ma faute, que je n'étais qu'une aguicheuse, que je n'avais qu'à m'habiller correctement. Ce jour-là, j'ai fugué. Ma mère m'a fait rechercher par la gendarmerie. Il n'y a pas eu de dépôt de plainte contre mes agresseurs. Ma mère m'a jugée, elle m'a apporté aucun soutien, aucun réconfort. J'avais 17 ans quand j'ai rencontré mon mari. Je me suis installée très rapidement avec lui sur Paris. Ça me permettait de tout quitter. J'ai vraiment eu de la chance. Je me suis apaisée avec lui. Il a essayé de désamorcer le conflit avec ma mère, mais il s'est vite rendu compte que c'était compliqué. Ma relation au corps médical est très compliquée. J'ai perdu confiance. On ne m'écoute pas. Ça me frustre et ça me bloque. Récemment, j'ai vu mon médecin traitant parce que je ne supportais plus mon traitement pour la thyroïde. Je ne supportais plus au point de l'arrêter par moi-même. Je me sentais mieux sans, j'étais moins fatiguée, j'avais un meilleur moral. Lorsque j'ai vu le médecin, il a immédiatement parlé de mon poids. Pour lui, les douleurs étaient causées par mon poids et il m'a dit que j'étais en dépression à cause de mon poids. C'est vraiment pesant. Il n'a même pas cherché les causes de mes problèmes, il m'a simplement parlé de mon poids. Il ne m'a apporté aucun soutien et aucune solution. Depuis peu, je suis suivie par un endocrinologue. J'ai un traitement plus léger, je le supporte bien. La consultation s'est bien déroulée, il m'a simplement bien écoutée. Je travaille pour l'entreprise de mon mari, mais je ne suis pas en contact avec ses employés. Je travaille dans l'ombre ou alors en binôme avec lui.
Lorsque j'étais employée dans d'autres entreprises, mes collègues avaient l'image de moi d'une femme à fort caractère mais qui manque parfois de confiance en elle. Je n'ai jamais fait de thérapie. J'y ai souvent pensé, mais je n'ai jamais franchi le pas. J'ai une histoire familiale très compliquée. Ma relation à ma mère est compliquée. Depuis l'enfance, c'est conflictuel. Toutes ces questions au sujet de mon père auxquelles je n'avais pas de réponse compliquaient tout. Finalement, quand je suis rentrée dans l'adolescence, elle m'a donné quelques éléments. Elle m'a donné son nom, m'a parlé de son métier, m'a dit qu'il avait des enfants, mais pas plus. Je n'ai jamais vu une photo de lui. Elle me disait qu'il ne voulait pas de moi, qu'il n'avait pas souhaité cette grossesse, qu'il ne voulait ni me reconnaître ni me connaître, qu'il avait sa vie et qu'il fallait respecter sa décision. J'avais à peu près 13 ans quand elle m'en a parlé comme ça. C'était un sujet très sensible pour moi. J'ai vécu ça comme un abandon. Aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec ma mère depuis à peu près 7-8 ans. C'est très compliqué entre elle et moi. Je pense que mes soucis de poids sont très liés aux relations que j'ai avec mes proches. J'ai gardé le lien avec seulement 2 de mes frères, mais finalement, ce sont des relations assez superficielles. Mes enfants connaissent mon histoire. Ils ont vu ma famille. J'ai coupé les ponts aussi pour les préserver. Ma mère n'est pas quelqu'un de fiable. Nous l'avons soutenue financièrement plusieurs fois. Elle claque son argent dans les bars et dans les cigarettes. Malgré ça, elle nous a fait plusieurs fois faux bond. Et vis-à-vis de mes enfants, je ne le supportais pas. Il y a quelques années, j'ai eu une conversation avec elle. Je voulais clarifier notre situation. Elle a tout déformé, tout tourné à son avantage pour finalement me dire qu'elle n'appellerait jamais mes enfants et qu'elle ne viendrait jamais les voir. Ça m'a bouleversée. Encore une fois, elle marque une différence puisqu'elle est présente pour les enfants de mon frère, mais pas pour les miens. C'est là que j'ai coupé les ponts. Peu de temps avant ça, mes enfants l'avaient rencontrée et elle a refusé tout simplement de leur parler. Alors c'est horrible de dire ça, mais quelque part c'est une satisfaction pour moi que mes enfants voient que je ne leur mens pas, que je leur raconte la réalité telle qu'elle est quand je leur parle de mon histoire. Mon histoire familiale est celle-ci. Ma mère a demandé le divorce de son premier mari. Elle l'a laissé et abandonné mes 5 frères et sœurs. Eux sont restés avec leur papa. Ensuite, elle a rencontré mon père, qui était marié, et je suis née. Et puis elle a rencontré un 3e homme avec qui elle a eu 2 garçons. Son ex-mari est resté très amoureux d'elle toute sa vie. Il est resté très proche d'elle pour lui rendre service. Il nous gardait, mes petits frères et moi. Du coup, j'allais très souvent chez lui. Il s'est occupé de moi comme un papa. Ma mère n'acceptait pas que je sois proche de lui. C'est vrai qu'il n'était pas mon papa, mais finalement, c'est ce qui y ressemblait le plus dans ma vie d'enfant. J'étais très attachée à lui et ça ne lui plaisait pas. C'était aussi compliqué avec mes demi-frères et sœurs. Quand je suis née, ils étaient tous ados. Il y avait beaucoup de rancœur de leur part. Ils avaient de l'amertume et de la colère par rapport au fait qu'ils aient été abandonnés par notre mère, et franchement, je les comprends très bien. Je sais que ma naissance n'était pas la bienvenue dans cette famille, pour eux et pour personne. Je ne sais pas dans quelles conditions mon père et ma mère se sont connus. J'avais du mal à avoir les vraies réponses parce que ça reste des sujets quand même un peu tabous. Je n'ai jamais vu mon père. J'ai son nom et son prénom. Je l'ai contacté à plusieurs reprises, mais il a toujours refusé de me rencontrer. Finalement, il m'a dit qu'il n'était pas mon père. Mes aînés, eux, l'ont connu. C'est bizarre comme situation. En tout cas, lorsque je lui ai proposé, il n'a pas voulu faire de test de paternité. Je savais qu'il avait 3 enfants, alors je les ai joints pour essayer de comprendre mon histoire. J'ai pu en rencontrer 2 d'entre eux. Le courant est bien passé, mais dès que j'ai demandé à faire un test génétique pour voir si on avait un lien de parenté, les portes se sont fermées. Alors j'ai lâché l'affaire parce que ça ne me menait à rien. J'ai donc vécu mon enfance seule avec ma mère, en allant le plus souvent possible chez son ex-mari. J'avais une dizaine d'années quand l'un de mes grands frères venait de temps en temps vivre chez notre mère. C'était compliqué. Il venait parce qu'il était tombé dans la drogue et que son papa ne voulait plus de lui. Alors notre mère lui a ouvert sa porte. Il venait quand il en avait envie. Il dormait dans ma chambre et moi je devais dégager pour dormir sur le canapé. C'était compliqué à vivre ça pour moi. Quand ma mère a rencontré son compagnon suivant, c'était compliqué. Le papa de mes 2 petits frères ne vivait pas avec nous. Il vivait avec sa mère et venait à la maison juste pour le sexe. J'avais très peu de contact avec lui. Moi, j'étais très souvent chez l'ex-mari de ma mère. Je dormais là-bas le plus souvent possible. Il s'est beaucoup occupé de moi et de mon petit frère. On était un peu ses chouchous, parce qu'il avait bon cœur et que notre situation le touchait.
Je l'appelais tonton alors qu'il était beaucoup plus qu'un beau-père. Il se comportait vraiment comme s'il avait été notre père. Mes 2 petits frères ont mal tourné. Ma maman ne sait pas gérer l'éducation des enfants. Les 5 premiers, elle les a abandonnés pour faire sa vie. Et les 2 petits ont eu de mauvaises fréquentations. Ils sont tombés dans la drogue. Il y en a un actuellement qui est en prison. C'est celui qui me suit. Celui avec lequel j'avais une bonne relation. Enfant, nous étions vraiment proches. Le dernier a fait des petits passages en prison aussi. J'ai fait une introspection pour comprendre pourquoi j'ai été rejetée comme je l'ai été. Je comprends bien que mes aînés aient mal vécu ma présence. Ils étaient ados, une période compliquée pour eux. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'après, lorsqu'ils ont pris de l'âge, ils auraient pu voir les choses sous un autre angle, mais ça n'a pas été le cas. Leur papa est décédé il y a 3 ans. J'essayais de l'appeler régulièrement, je voulais garder contact avec lui malgré que je sois installée à 600 kilomètres. Mais une de mes grandes sœurs qui vivait sous son toit m'a interdit de rester en contact avec lui. J'estimais que c'était à lui de prendre cette décision. Finalement, il a fait un long séjour à l'hôpital et moi, je n'étais pas au courant. Je n'arrivais simplement plus à le joindre. Le jour où il est décédé, je l'ai appris par des amis. J'ai su qu'ils s'étaient réunis à son chevet. Même mes petits frères étaient là. Tout le monde était là, sauf moi. Personne ne m'a informé. Je me suis sentie encore plus à l'écart. On m'a toujours dit qu'il n'était pas mon père, que je ne devais pas me préoccuper de lui, que je n'étais rien pour lui, mais c'est la seule personne qui s'est réellement occupée de moi avec bienveillance. Faisons une pause et reprenons l'histoire de Dominique. Que se passe-t-il pour elle ? Elle cherche à comprendre pourquoi elle n'a pas de père et quand elle pose des questions à sa mère, celle-ci, dans un premier temps, ne souhaite pas lui en parler. Puis, à l'adolescence, elle lui apprend qu'il ne veut pas entendre parler d'elle et qu'elle doit respecter son choix. De fait, Dominique n'a pas son mot à dire. Elle doit accepter et respecter le choix de son père. Elle doit accepter l'inacceptable. Dans une famille, quel que soit le modèle familial, famille recomposée ou non, l'important pour chacun est d'y avoir sa place. Il est vital pour chaque enfant de faire partie de sa famille. Il fera tout pour être un membre à part entière de sa famille. Il fera tout pour ne jamais être rejeté, exclu et pour être reconnu par tous. On voit dans l'histoire de Dominique qu'elle a ce besoin fondamental qui lui est refusé. D'une part, dans sa famille maternelle, lors des réunions familiales dont elle est systématiquement exclue, alors que sa fratrie, elle, est acceptée. Lorsqu'elle est chez l'ex-mari de sa mère, ce sont ses aînés qui n'acceptent pas sa présence. Chez elle, lorsqu'elle doit libérer sa chambre pour son grand frère, lorsqu'il vient. Et enfin, sous l'injonction maternelle, elle doit accepter d'être abandonnée par son père. Paradoxalement, Dominique est issue d'une famille nombreuse. Mais où est sa place ? Où vit-elle ? Où est sa famille ? Finalement, seul l'ex-mari de sa mère l'accueille, et c'est déjà ça, mais elle est d'autant plus rejetée par ses aînés qui marquent qu'il n'est pas son père et qu'elle n'est rien pour lui. De plus, sa mère regrette l'attachement de Dominique pour son ex-mari. Encore une fois, où est la place de Dominique dans tout ça ? Un enfant, pour se développer harmonieusement, a besoin d'un terreau indispensable à tous les enfants, la stabilité affective. C'est exactement ce dont manque Dominique. Cette stabilité affective qui fait que l'enfant va grandir en sécurité. C'est ce qui va lui permettre d'avoir la force de résister aux éventuels problèmes auxquels il va être confronté à l'extérieur de chez lui, hors du contexte familial. Mais l'enfant doit savoir que dès qu'il est en famille, chez lui, alors il est en sécurité parce qu'il y a cette stabilité affective chez lui. Quoi qu'il dise ou fasse, c'est en partant de cette sécurité, de cette stabilité affective que l'enfant va développer son assurance en lui-même en grandissant, et ce qui va lui permettre d'affronter les événements qu'il croisera au cours de son existence. Dominique est repoussé, voire rejeté par à peu près tout le monde dans sa famille. Sa mère, quant à elle, lui impose d'accepter l'abandon de son père, sans, semble-t-il, se préoccuper des besoins de sa fille, qui, à ses yeux, doit se soumettre tout simplement, puisque les besoins de sa fille passent après la volonté de son géniteur. Ce qui est intéressant également, c'est l'abandon des 5 premiers enfants par cette femme. Visiblement, cette mère ne perçoit pas les retombées psycho-affectives sur ses enfants générées par l'abandon. On peut se demander quelle est son histoire. Mes enfants n'ont pas de problème de poids. J'y suis très attentive. Je ne veux pas les frustrer. S'alimenter, ça s'apprend. Ils mangent sainement et ils font du sport. Je ne veux pas qu'ils souffrent comme moi. De temps en temps, ils mangent des trucs pas terribles, mais ça fait partie de la vie. Vers l'âge de 8 ans, je faisais un genre d'hyperphagie.
Mais c'était pas des crises, c'était une habitude, je mangeais tout le temps. C'était une mauvaise habitude. Les souvenirs de Dominique sont absents avant ses 8-9 ans. Que s'est-il passé pour que tout à coup, le souvenir qui remonte soit celui de ses repas? Dans mes souvenirs, les repas étaient très gras. Il n'y avait pas de repas équilibré, on mangeait à table et on se servait tant qu'on voulait. On n'a pas été éduqué pour manger sainement. Je ne fais plus d'hyperphagie, j'en ai fait il y a 2 ans, après une grosse contrariété. J'ai eu besoin de me réfugier dans la nourriture. C'est compliqué parce que la crise, je ne la contrôle pas. Je pense qu'à ce moment-là, je lâche prise. Je crois que ce sont les seuls moments de ma vie où je lâche prise. Dans ces cas-là, je mange ce que j'ai sous la main. Je ne fais pas de courses exprès pour ça. Si je n'avais rien dans mes placards, j'irais faire des courses pour calmer la crise. Vous comprenez, c'est une compulsion, je ne pourrais pas me raisonner. Avant, j'ai fait des crises hyperphagie de type je suis submergée par l'émotion et j'ingurgite tout ce qui me tombe sous la main jusqu'à en avoir mal au ventre et être obligée de m'arrêter. J'étais capable de manger tout mélangé. Je ne me remplissais que lorsque j'étais seule. Personne ne devait me voir et surtout personne ne devait m'arrêter. En parler avec mon mari, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Il m'arrive de manger de temps en temps quand tout le monde a le dos tourné, mais c'est assez rare. Quand je suis fatiguée, je mange du sucré, des cochonneries comme des barres chocolatées. Je grignote beaucoup de sucré. J'ai tendance à manger mes émotions, mais pas au point de faire une crise hyperphagie. Mais si je suis triste, fatiguée, stressée, bah oui, là je vais manger. Pourtant, j'ai envie de maigrir. Je cuisine beaucoup. Quasiment tout ce que nous mangeons est fait maison. Ça nous arrive de temps en temps de manger de la nourriture industrielle ou de passer au fast-food, mais c'est très rare. Je travaille sur l'acceptation de soi depuis très longtemps. Un chiffre ne me définit pas. Je sais que je suis obèse, mais ça ne fait pas de moi une personne moche. D'ailleurs, j'aime pas ce mot. Moi, je suis une belle personne, grassouillette et avec beaucoup d'amour pour moi-même. Mon poids m'empêche d'avoir plus confiance en moi à niveau professionnel, d'être plus énergique aussi, plus dynamique. Il y a 8 ans, j'ai eu un parcours de perte de poids. J'en ai perdu beaucoup, sans aide médicale, uniquement avec de l'introspection et de la documentation, et en m'informant aussi sur l'obésité et la santé. Je n'ai jamais fait de régime privatif. C'était un rééquilibrage alimentaire qui a duré 4 longues années. J'ai perdu 40 kilos. Je suis partie de 107 kilos à l'époque. J'ai atteint mon poids de forme. Ça fait 4 ans que je les ai repris avec mes problèmes de thyroïde. Avec mes 40 kilos en moins, je faisais du sport. Je sens la différence avec maintenant en termes d'énergie et vraiment ça me pèse. Mon poids m'empêche de faire certaines choses. Par exemple, j'aime faire des sorties en famille, mais les douleurs se déclenchent très vite. Ça me met les bâtons dans les roues. Mes problèmes de thyroïde provoquent des douleurs articulaires et tendineuses et de la fatigue. Ça joue sur mon humeur. Aller faire des magasins pour m'habiller, c'est compliqué aussi. C'est un moment systématiquement déprimant. Le rayon grande taille est vieillot. J'arrive parfois à trouver des vêtements qui me plaisent et qui sont à ma taille, mais quand j'essaye en cabine et que je me rends compte que ça passe pas ou que ça ne me va pas ou que ça ne me met pas en valeur, alors là, ça devient difficile. L'émotion me submerge. Des fois, mon mari vient avec moi. Il est d'un grand soutien pour moi. Je n'irai pas essayer des vêtements avec des amis. C'est vrai que de voir mon ami qui fait un 40-42 essayer des vêtements et ressortir avec des trucs qui lui vont super bien alors que moi je ne trouve rien pour moi, psychologiquement c'est trop difficile. Je culpabilise parce que j'aimerais que ça change, mais je me sens impuissante face à ça. Quelque part, je suis responsable de mes erreurs parce que s'il y a diverses causes au surpoids, il faut bien dire que je suis grosse parce que je mange mal. Il y a des raisons pour lesquelles je mange mal, oui, ça c'est vrai, mais c'est quand même moi qui mange mal. Alors je culpabilise. L'obésité, c'est compliqué, c'est une maladie. Il y a l'addiction, la dépendance. Les alcooliques ne sont pas obligés de boire pour vivre, mais les obèses ne peuvent pas arrêter de manger sans se mettre en danger, alors c'est compliqué. Il y a quelque temps, j'ai commencé à travailler dans le massage, mais j'ai dû arrêter à cause des douleurs que ça me provoquait dans les mains. Moi, j'ai envie d'entreprendre professionnellement des choses liées à mon parcours d'obèse, à mon introspection. Mais aujourd'hui, le fait d'être en surpoids, je me sens pas légitime pour aider les autres. Mais même si mon expérience parle pour moi, je sais de quoi je parle. Mais c'est parfois compliqué. J'aurais l'impression de ne pas montrer l'exemple. Comment moi, je pourrais parler de se sentir mieux dans son corps alors que je suis obèse? C'est compliqué. Il faut que j'avance dans mon travail sur moi-même. Pour le moment,
Je suis bloquée dans mon histoire. Il faut que je règle mon histoire avant d'entreprendre quoi que ce soit. Je suis fière de ce que je suis, avec toutes les épreuves que j'ai dû endurer, toute mon histoire. Je suis fière d'être maman. Je suis fière de faire attention à ne pas reproduire les erreurs que j'ai subies. Je suis sincère et bienveillante. J'ai envie de répandre l'amour autour de moi. Je suis fière de mon cheminement personnel et je suis sûre que plein de belles choses vont encore arriver. J'essaie de m'aimer davantage, d'être bienveillante avec moi-même. Je suis tellement différente de la Dominique d'il y a 10 ans. Quand j'ai perdu du poids, je suis allée à la salle de sport. La salle dans laquelle j'étais n'était pas basée sur l'esthétisme à tout prix. La clientèle était variée, il y avait des gens de tous âges, de toute morphologie. C'était une ambiance plutôt familiale. Alors au début, c'était un peu difficile pour moi de trouver ma place, de faire abstraction du regard des autres, parce qu'en tant qu'obèse, j'ai l'impression que tous les regards sont braqués sur moi et qu'ils sont tous malveillants. J'ai finalement trouvé ma place et je m'y suis épanouie. J'ai réussi à prendre du plaisir. Les gens me valorisaient beaucoup et on me félicitait. C'était très stimulant. Il y a 12 ans, on est allé en salle de sport avec mon mari, dans la salle la plus proche de chez nous. Ça a été compliqué parce que j'ai pas eu le soutien, j'ai pas eu d'accueil particulier en fait. Personnellement, j'aimerais qu'on accueille plus les personnes obèses, qu'on les encourage et qu'on leur donne envie d'être là. Il faut bien se rendre compte que c'est très compliqué psychologiquement pour nous de franchir la porte d'un club de sport. Globalement, je ne m'empêche pas de faire des choses que j'aime à cause de mon poids. Je me mets en maillot de bain pour aller à la piscine ou à la plage. Je fais ma vie. Je me mets pas de barrière. J'aime ma force de caractère qui me permet de ne pas me laisser faire, qui me permet d'avancer, même quand c'est difficile. Là où j'ai plus de doutes, c'est que je ne me sens pas assez bien ou assez légitime dans certains domaines à cause de mon apparence, comme dans le domaine professionnel. Je veux perdre du poids pour ma santé plus que pour le côté esthétique. Après, c'est vrai que mes soucis de thyroïde freinent beaucoup la perte de poids. J'ai pensé à la chirurgie bariatrique, mais je pense que ça ne règle pas les soucis psychologiques. Quand on est dans l'obésité, il y a forcément des soucis psychologiques. Je sais ce qu'il faut faire pour perdre du poids. La preuve, j'ai perdu 40 kilos toute seule il y a quelques années. Je sais très bien comment ça marche. Et je pense que j'ai besoin d'une aide psychologique. Moi, je pense qu'une personne obèse psychologiquement a vécu des choses qui l'empêchent d'aller vers un chemin de résilience. J'ai aucun problème pour parler de mon histoire. Je sais que mon histoire est à la base des soucis que je rencontre. J'ai beaucoup réfléchi. Depuis des années, je fais un travail sur moi-même pour me permettre d'avancer. J'ai une réflexion sur la vie et surtout sur la mienne. J'ai besoin d'être dans le contrôle en permanence. Pour moi, lâcher prise, c'est se laisser aller, ne pas se prendre la tête. C'est plutôt négatif. J'ai besoin de tout contrôler. Je n'arrive pas à faire autrement. Je crois que je ne veux pas faire autrement. En même temps, c'est dur de tout contrôler avec 3 enfants. J'anticipe toujours tout, je pense à tout pour tout le monde. En fait, je pense à tout et tout le temps. Je commence par exemple en ce moment à anticiper le fait que je ne vais pas pouvoir toujours contrôler ce qui concerne ma fille qui va bientôt avoir 14 ans. Je vois bien qu'elle a besoin de son jardin secret. Elle a aussi besoin de faire ses propres expériences. Alors j'y réfléchis beaucoup ces derniers temps. Pour l'instant, je ne gère pas la situation, je reste dans le contrôle. Je dois faire un travail sur moi. Je dois me préparer. Ma fille se confie moins à moi, elle me parle moins. C'est frustrant, mais j'ai conscience que je dois lui laisser cette liberté-là. Pour le moment, je ne fais qu'y penser. Je ne sais pas comment je vais faire pour ne plus tout contrôler dans sa vie. C'est compliqué. Je pense que je me protège en étant dans le contrôle en permanence parce que j'en ai vraiment bavé. Pour moi, ne pas avoir connu mon père, c'est très difficile. J'en ai souffert, j'en ai pleuré. Il a bien fallu que je me protège, que j'arrête de ruminer, que j'arrête de chercher pour passer à autre chose. Je pense que ça a été une grosse partie de mon travail sur moi-même. Et en même temps, je ne sais pas si je suis vraiment passée à autre chose. Quand j'en parle, c'est toujours tellement douloureux. J'ai besoin de savoir d'où je viens, de connaître mes racines, mes origines. Mais je suis peut-être passée à autre chose puisque j'arrive à relativiser. Après, je suis consciente que relativiser et enfouir, c'est pas vraiment régler un problème. Dans ma vie, en attendant, tout est toujours sous contrôle. Le principe du lâcher-prise, c'est difficile pour moi. Je ne sais pas ce qui se passerait si j'atteignais le lâcher-prise. Pour moi, c'est une perte de contrôle, une prise de risque, donc non. J'ai fait un peu de yoga, mais c'est pas évident parce que je suis toujours dans ce contrôle et j'ai du mal à me laisser aller.
Pourtant, je suis à l'écoute de mon ressenti. Je suis hypersensible, alors je suis très connectée aux émotions, et peut-être même un peu trop. J'ai vraiment du mal à aller vers ce lâcher-prise, et c'est un état qui me fait vraiment peur. Je ne sais pas pourquoi. Dominique a beaucoup réfléchi à son vécu. Elle y réfléchit d'ailleurs toujours. Elle a disséqué, analysé les multiples situations qu'elle a traversées au cours de son enfance et de son adolescence. Elle essaye de prendre du recul par rapport aux divers rejets et abandons qu'elle a traversés et elle veut comprendre les choses qui l'ont amenée vers l'obésité. Pour ça, elle contrôle tout ce qui se présente dans sa vie et celle de ses proches. Elle a besoin de ce contrôle permanent qui l'épuise pour tenir à distance inconsciemment ses souvenirs. Son histoire reste incomplète et je vous le rappelle, il a fallu nos entretiens pour qu'elle réalise qu'il lui manque à peu près 6 années de souvenirs. Il apparaît pour moi que si le lâcher-prise lui semble si négatif et si effrayant, c'est qu'il est probablement synonyme pour elle d'ouverture à certains souvenirs. Il semble clair que le contrôle dont elle a tant besoin au quotidien ne serait là que pour sceller un couvercle de plomb sur son enfance avant ses 8 ou 9 ans. Pour moi, d'après ce qu'elle décrit, Dominique souffre d'amnésie traumatique. L'hypervigilance qu'elle appelle contrôle en est un des symptômes, ainsi que les douleurs chroniques qu'elle décrit très bien et qu'elle attribue à son traitement pour la thyroïde, sans oublier le manque de confiance en elle-même dès qu'elle parle de ses envies professionnelles. Enfin, un autre symptôme de l'amnésie traumatique sont les comportements alimentaires compulsifs. Alors aujourd'hui, ils se sont calmés, mais ils ont été présents, comme par hasard, dès ses 8 ans. Dominique est quelqu'un qui a besoin de comprendre son histoire. Elle a besoin de faire des liens. Elle est depuis des années dans l'introspection, mais malgré tout ne comprend pas son mal-être. Tout simplement parce que les réponses à ces questions sont probablement enfouies dans ses souvenirs entre ses 3 et 8 ans. Elle le dit, elle a besoin d'aide. Malgré tout, elle envisage encore plus d'introspection, plus de réflexion et plus de contrôle. Elle répète inlassablement les mêmes mécanismes qui l'amènent au même résultat. On voit qu'elle est toujours inconsciemment dans l'évitement de se confronter aux 9 premières années de sa vie. Il y a des moments où ma mère me manque, et puis j'ai de la rancœur. Si elle arrivait chez moi, à l'improviste, je l'accueillerais, je suis ouverte à la discussion. Ma mère voit tous ses enfants sauf moi. Elle a plusieurs petits-enfants. Je sais pas trop si elle tient son rôle de grand-mère. Je sais qu'elle l'a tenu à un moment donné. Si c'était mon père qui arrivait chez moi, je sais pas, ce serait compliqué parce que j'ai tourné la page et ça remuerait le couteau dans la plaie. Aujourd'hui, je suis dans un esprit d'apaisement. J'ai très longtemps été dans la colère, j'étais braquée. Si je reprenais contact avec ma mère, je pense que ce serait dans un chemin d'acceptation, de pardon et d'apaisement, tout en n'oubliant pas non plus ce qui a été. Je pardonnerais si elle faisait le premier pas vers moi. Je ne suis pas encore prête, moi, à faire ce premier pas. J'y pense souvent, mais j'ai besoin d'apaisement. J'ai des projets. Je vais commencer une formation de préparation mentale du sportif. J'aurai une certification en fin d'études. Je dois accompagner une personne pour se préparer au coaching. Je veux accompagner mes enfants dans leurs projets sportifs. Je veux aussi m'en servir pour moi, pour installer ma routine de sport et voir ce que ça donne. Je pense que ça va m'aider psychologiquement. Je voudrais aussi toujours aider les personnes obèses, leur apporter de la bienveillance. C'est pas parce qu'on est gros qu'on n'est pas de belles personnes, ou qu'on est laid. Le poids ne nous définit pas. Si je pouvais faire 3 vœux, en premier, la santé, et donc sortir de l'obésité, parce que c'est une maladie. En second, du temps de vie supplémentaire. Alors pas forcément la vie éternelle, mais je voudrais rattraper le temps de toutes ces années de souffrance. Et en dernier, moi ce que je veux, c'est être heureuse. Nous quittons Dominique sur ses vœux. J'espère que son histoire, même si comme elle le dit très souvent, est compliquée, vous aura inspiré. Nous nous retrouvons la semaine prochaine sur Psychologie Motion Culture. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, liker et commenter cette vidéo. Retrouvez-moi sur Instagram, j'ai vraiment hâte de vous lire. La semaine prochaine, nous changerons totalement d'univers et nous rencontrerons Loïc. Alors je vous dis à très bientôt.